Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Bonjour Ginette Kolinka et bonjour Aurore Donte. Eh bien bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce numéro un petit peu particulier, parce que d'habitude on reçoit des autrices ou auteurs de bande dessinée. Aujourd'hui on a une autrice avec nous et sa témoin, son objet d'étude, j'allais dire, Ginette Kolinka, je ne sais pas si c'est encore utile de vous présenter, mais vous êtes l'une des passeuses de mémoire de la Shoah, l'une des dernières survivantes encore présentes pour témoigner de ce que vous avez vécu. Oui. Jeune à Auschwitz-Birkenau, on va avoir l'occasion d'en parler, et c'est ce que vous racontez dans cette bande dessinée au titre éponyme qui est publiée chez Des Ronds dans l'eau et dessinée par vous, Aurore. Alors, évidemment, on va parler tout à l'heure de la façon dont vous avez peut-être travaillé ensemble, de pourquoi aussi une bande dessinée pour raconter ça, mais je voulais quand même dire quelques mots de votre histoire au début, Ginette, avec ces premiers mots dans la bande dessinée qui sont pour le moins marquants. Ce livre est petit, il se lit très vite. Je pourrais vous dire que c'est même loin de la vérité, c'était pire. C'est-à-dire que dès le début du livre, vous teniez à ce qu'on dise, voilà, vous allez voir une histoire qui est déjà difficile, mais c'est encore très loin de ce que j'ai pu vivre. Exact. Je continue à le dire et à le répéter. Ce que l'on peut lire, ce que l'on peut voir dans les films, eh bien, c'est vrai. La haine était telle que on ne peut pas expliquer ce que les nazis nous ont fait endurer. Quand vous racontez ça, là vous êtes de passage à la Cité de la BD pour rencontrer des scolaires, quand vous le racontez, et c'est écrit et dessiné dans le livre, vous fermez les yeux. Je ferme toujours les yeux. C'est une manie que j'ai prise, je m'en suis pas rendu compte, mais si je les tiens ouverts, je m'attache à des détails devant moi. Il y a quelqu'un... Vous savez, les gens restent pas comme ça 2 heures et demie sans rien faire. Alors, il y a celle qui se tripote les cheveux, il y a celle qui est toujours en train de se tirer le pullover. Tout le monde a des petites manies et si j'ai l'œil sur... Je peux pas le quitter. À croire qu'il y a que celui-là qui est là et il faut que je le regarde. Alors, du coup, je ferme les yeux. Et en plus, je suis plus concentrée sur ce que je raconte. Dans la première partie du livre, évidemment, il n'est pas encore question d'Auschwitz. C'est la jeunesse d'une jeune fille que vous êtes à l'époque et qui découvre l'étoile jaune et qui, au départ, est fière de la porter. Je trouve ça marquant dans les premières pages du livre. Bon, je suis juive, je ne me le cache pas. Je n'ai jamais caché. Alors qu'il y en a qui n'avaient pas envie de montrer qu'ils étaient juifs. Moi, ça ne m'a jamais gênée. Je suis juive, mais je ne suis pas du tout pratiquante. Alors, je me sens juive à moitié, si vous voulez. Pour les personnes juives, je ne suis pas juive, moi. Je crois en rien. Par contre, pour les autres, oui, je suis juive. Même si je crois en rien, même si je suis athée, ça n'existe pas. Un juif athée, ça n'existe pas. C'est ça, quand on est juif, on est juif, on reste juif. Quand on est de culture juive, on est juif, quoi. Culture, pas culture. Chez nous, nous n'étions pas pratiquants. Mais on est juif, et on restera juif toujours. Et voilà. Quand vous êtes arrêté autant parce que vous êtes juif que parce que vous êtes communiste. Je pense qu'au départ, c'était plutôt parce qu'on était communiste. Et puis communiste juif, la famille a été arrêtée comme juif. Le départ, on s'est fait remarquer parce que ma sœur et son mari vivaient dans le même appartement que nous, et eux étaient communistes et actifs. Au moment où vous quittez la zone occupée pour essayer d'aller en zone libre, vous passez par Angoulême, où on est aujourd'hui. Vous avez fait de la prison à Angoulême, vous ? Non. Eh ben, même les gens d'Angoulême n'ont jamais été en prison. Ben, moi, j'ai fait de la prison à Angoulême. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous revenez ici ? Non, c'est terrible. Je m'en veux d'avoir ce caractère-là. Ça me fait rien. Il y a rien qui me fait quelque chose. C'est terrible, ça, hein, d'être comme ça.
Pourquoi terrible? C'est pas indifférente, c'est froide. Moi, je dis mes sentiments, je crois que j'ai laissé mes sentiments à Birkenau. C'est peut-être une manière de se protéger aussi. Oh, ça fait des bonnes paroles. Ça fait bien de dire ça. Mais en réalité, c'est pas vrai. Je me protège de rien du tout, mais c'est comme ça. Il y a cette scène dans le livre qui est marquante parmi plein d'autres, mais c'est quand les policiers arrivent chez vous et pour vérifier, entre guillemets, si vous êtes juif ou pas, demandent à vos frères, à votre père de baisser leurs pantalons. Ben oui, c'était la seule façon de voir s'ils sont vraiment... Pour les femmes, il n'y a pas de preuve. J'aurais été... D'ailleurs, quand on a été arrêtés à Angoulême, ils n'ont pas pu prouver qu'on n'était pas juive. Sinon, on serait partis depuis Angoulême, dans les camps. Mais il n'y a pas de preuve chez les femmes. Et il y a donc cette scène évidemment dans le train qu'on a déjà vue au cinéma, où dont, malgré tout ce qu'on peut nous voir et raconter, on n'imagine pas l'horreur que ça a dû être. Et on sent que vous, c'est à ce moment-là que vous preniez conscience que c'est grave. C'est surtout quand on est arrivé à Birkenau, la première chose, on vous met nu. Ça a été pour moi affreux. Affreux. Maintenant, on est habitué. D'ailleurs, je croyais que les jeunes filles, maintenant, étaient plus libres, décontractées. Mais il y en a qui me répondent « Non, moi, j'aurais été gênée aussi. » Alors que je croyais le contraire. Moi, j'avais l'impression que maintenant, la jeunesse, elle se mettait facilement nue devant les uns, devant les autres. Qu'est-ce que ça t'aurait fait, toi? Alors moi, je pense que j'aurais été pareil, extrêmement mal à l'aise, extrêmement gênée. Ouais. Moi, j'avais honte. C'était même pas être mal à l'aise. J'avais honte. J'avais honte d'être nue devant des femmes que je ne connaissais pas. Et j'ai découvert vraiment des corps que je ne savais pas que ça pouvait exister. Il n'y avait pas encore eu la sélection. On était arrêtés et on était nus. Et il y a des femmes qui étaient vraiment des femmes obèses qui avaient des corps affreux. Celles-ci, elles ne sont pas rentrées dans le camp. Hein. Elles étaient trop grosses pour pouvoir... Ils prenaient que ceux qui étaient capables de travailler. Donc, ça limitait. Ça, c'est des images que vous avez toujours en tête, ou quand vous les voyez dans la bande dessinée, ça vous les remémore, ou c'est vraiment des images qui ne vous ont jamais quitté? Ce sont des... Non, je ne peux pas dire que ce sont des images qui ne m'ont jamais quitté. Si je veux, c'est toujours très présent dans mon esprit, mais je n'ai pas de raison de le vouloir. Alors, non, je ne suis pas obsédée par la déportation. Par contre, si j'en parle, je peux vous dire que si j'avais le talent de cette demoiselle, je dessinerais ce que je dis avec précision. Il y en a un qui l'a fait. C'était, je crois, Holler, et c'est un Belge. Et quand on visite Birkenau, Auschwitz, il y a une salle, et c'est la première fois que je voyais en dessin des scènes que j'ai vécues en travaillant. Il est extraordinaire, ce monsieur qui a fait ces dessins. Parce qu'il les a vécus et il a dessiné ce qu'il avait vécu. C'est là où c'est intéressant de se tourner aussi vers vous, Aurore. Comment on dessine, alors évidemment, cette horreur, mais en plus vécue par quelqu'un que vous avez à côté de vous. C'est-à-dire qu'on a cette responsabilité de représenter des souvenirs et quelque chose de difficile. Oui, ben moi après aussi, faut recontextualiser dans quel cadre j'ai fait cette bande dessinée. Moi, je me suis lancée dans le projet, j'avais 19 ans, parce que c'est suite à ma rencontre avec Ginette, au moment où j'avais 19 ans, que je me suis dit, il faut absolument en faire une bande dessinée de son histoire. Donc je me suis aussi lancée avec toute la naïveté et la spontanéité qu'on peut avoir quand on a 19-20 ans, qu'on sait qu'on parle d'un sujet grave, mais peut-être qu'on n'en mesure pas non plus toute l'ampleur. Et puis surtout, moi, il y a des phrases que Ginette n'a de cesse de répéter, et elle l'a encore dit tout à l'heure, c'est que n'importe quel film, n'importe quel livre, n'importe quelle œuvre qui tente de retracer
ce qu'un déporté a vécu, autre que les déportés, ne peuvent clairement et précisément le retranscrire. Donc je sais que moi, en tout cas, cette phrase m'a aidé à prendre du recul par rapport à ce que je faisais. Mais oui, non, c'est vrai que y avait aussi beaucoup de spontanéité de ma part, parce que j'étais jeune quand je me suis lancée dans le projet. Pourquoi avoir accepté d'en faire une bande dessinée ? Ah non, bande dessinée, moi je n'acceptais pas. Pour moi, bande dessinée, c'était Bibi Fricotin, Les Pieds Nickelés, c'était Popeye, sa femme, c'était des trucs ridicules. Et quand je peux pas dire que j'étais satisfaite, hein. Mais par contre, quand j'ai regardé son livre, oui, là j'ai changé d'avis. Et je dis même merci, parce que les gens qui n'aiment pas lire, il y en a beaucoup. Eh bien, quand des bandes dessinées, ils veulent bien. Eh bien, ils sont attirés par les dessins qu'elle a faits, par les petites bulles qui sortent de ces dessins, et ils veulent en savoir plus. Donc, merci. Merci. Alors que je ne disais pas merci. Comment peut-on faire une bande dessinée avec une affaire aussi tragique, où il y en a tellement qui sont restés. Ma famille y est restée. Et elle fait une bande dessinée, c'est risible. Je voyais des choses ridicules dessinées. Je vous dis, Bibi Fricotin, Les Pieds Nickelés, Popeye, c'était ça la bande dessinée quand j'étais jeune. Et oui, mais il y a pourtant eu de grandes histoires, y compris sur la Shoah en bande dessinée. Maintenant. On pense à Mao, Zar Spiegelman. Maintenant, mais pas à mon époque. À mon époque, une bande dessinée, j'ai jamais vu quelque chose de tragique et de triste. C'était toujours du comique. Et quand vous l'avez convaincu alors ? Vous êtes commencé non, elle m'a pas convaincu, elle m'a pas demandé mon avis. Ah bah si, je me rappelle on a déjà eu des entretiens et non, au contraire, alors peut-être que vous pensiez ça, mais moi vous m'avez jamais dit en face que vous étiez pas du tout partante pour l'idée. C'était fait déjà quand tu l'as. C'est pas toi qui m'as demandé l'autorisation de le faire. Si. Ah bon, je me rappelle pas. Non, bah, mais vraiment pour moi. L'enregistrement, C'est-à-dire que j'ai dû te dire, si tu en as envie, tu le fais. Mais voilà, j'étais pas d'accord. Je peux pas empêcher quelqu'un de faire ce qu'il a envie de faire. Hein. Il y a aussi quelque chose, je trouve, de marquant dans la bande dessinée, c'est que vous représentez le moment où votre papa et vos frères entrent dans la douche, enfin ce qu'on appelait les douches. Scène évidemment que vous n'avez pas vécue, scène qui est muette dans le livre. Il y a plein de scènes qu'on raconte, et comme vous dites, la mort dans les chambres à gaz, tout le monde en parle, tous les déportés en parlent, ceux qui sont passés par Birkenau, naturellement. Eh bien, personne n'y a été. Les seuls maintenant qui sont capables d'en parler, je vous ai dit, je vous ai raconté, je crois, je ne sais plus, un Italien que j'ai croisé et qui nous a raconté ce que c'était que les chambres à gaz. Sinon, on ne connaissait pas. Et c'est important que votre frère et votre papa aussi soient dans le livre ? Rien n'est important pour moi. Ce qui est important surtout, c'est qu'on n'oublie pas que ça a existé. Et c'est ça qui est important. Il y a aussi ce fait marquant, pareil, c'est des choses qu'on a lues, entendues, mais quand on les voit représenter, cette soupe et ce bout de pain par jour, point barre. Oui, non, mais ça, personne ne peut se rendre compte. On ne peut pas se rendre compte. Nous, ce n'était notre ration, mais on ne peut pas se rendre compte. Ben, c'est déjà pas mal, ils ont une soupe et un morceau de pain. Il ne faut pas qu'ils se plaignent. Mais c'était quoi cette soupe et ce morceau de pain? Et cependant, c'était précieux ce morceau de pain. Et moi, combien de fois je me suis fait voler? On ne dit pas voler, on dit organiser. Parce que je ne mangeais pas tout d'un seul coup. J'en gardais toujours pour un petit morceau pour le lendemain. Et combien de fois je me suis réveillée, on cachait ça sous nos têtes, on dormait dessus. Mais on dormait tellement profondément que celui ou celle qui avait repéré que je l'avais caché, eh ben, c'est pas lui. Parce que j'ai dit celui, non, celle. Parce que les hommes et les femmes, on n'était pas ensemble. La suite, je vais laisser nos auditeurs la découvrir dans le livre, publié chez Des Ronds dans l'eau. Il y a aussi une autre BD plus récente qui est sortie aussi chez Albin Michel, où cette fois vous retournez à Birkenau. Ces deux BD qui sont
très complémentaires, je dirais. Oui, c'est un ami qui l'a fait. Victor, elle est très bien aussi, sa bande dessinée. Et elle se vend très bien aussi. Aujourd'hui, vous dites que de toute façon, vous vivez pour témoigner. Ça fait partie de mon existence, oui. Parce que maintenant, je suis à la retraite. Hein. Mais je vis pour être avec les miens. Pas pour témoigner, il ne faut pas exagérer. Ce qu'il faut quand même... Mais par contre, c'est très agréable parce que je rencontre des personnes très intéressantes, à part aujourd'hui, là. C'est pour Aurore, ça, bravo. Blague. Merci. je blague. J'aime bien blaguer. Et vous savez, il ne faut pas toujours pleurer, ça ne sert à rien. Je n'ai pas envie de faire pleurer les gens, moi. Je veux leur raconter ce qui se passe jusqu'où la haine peut mener. Parce que c'est ça l'histoire. Hitler haïssait les Juifs. Et tout ce qui s'est passé, toutes ces horreurs, c'est à cause de la haine. Mais ça ne sert pas de leçon. Parce que oui, c'était ma question. Quand vous voyez aujourd'hui... Oui, non, ça ne sert pas de leçon. Vous savez ce qui s'est passé là, dernièrement? Vraiment, j'ai été très... Je ne pensais pas que ça pourrait encore arriver. Je savais qu'il y a des antisémites, il y en a toujours, on n'empêchera pas les gens de l'être, mais je ne pensais pas qu'il y aurait des signes extérieurs encore comme ça. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que les 50 premières années de votre vie, vous ne témoigniez pas, vous n'en parliez pas. Non. Vous avez eu un déclic. J'avais mon travail, c'était mon travail. Après, je me suis mariée, ça a été ma famille et mon travail. Et j'avais autre chose à faire que de penser. On ne peut pas dire, on n'oublie jamais des choses comme ça. Mais on n'est pas obligé de vivre avec. Il y a des jours et des jours et des semaines où j'y pense pas du tout. Et puis, une fois, je sais pas pourquoi, je me plains parce que j'ai froid. Ah ben, t'es folle, Ginette, t'as pas le droit de te plaindre. Hein? Ou je me plains que quelque chose n'est pas bon. Arrête, Ginette, t'as pas le droit de te plaindre. Aurore, c'était votre première bande dessinée ? Oui. Quelle entrée en matière. Est-ce que ça donne envie d'en faire d'autres ? Est-ce que ça donne envie de rester dans l'univers historique au sens large, ou de BD de témoignages ? Oui, ça c'est une bonne question. Je sais qu'on me pose souvent la question de est-ce qu'il y aura une deuxième bande dessinée. C'était une question que je me posais en très longtemps aussi. Je me suis dit peut-être ça se trouve c'était juste comme ça une bande dessinée que je ferais. Et en fait le jour où j'ai reçu la bande dessinée bien imprimée, toute fraîche qui sortait du carton, j'ai eu cette envie de me dire je veux en faire une deuxième. Alors après, sur quel sujet, sur quel thème, je me mets pas de barrière. Peut-être que ce sera de nouveau un témoignage, comme si ça se trouve, ce sera complètement autre chose. Vraiment, je verrai bien ce qui m'attrape, ce qui me prend comme sujet, parce que le travail d'une bande dessinée, c'est quand même plusieurs années où on passe sur un sujet, donc il y a intérêt à ce qu'on ait un vrai attrait pour ce sur quoi on va dessiner, on va écrire. Donc non, on verra bien dans l'avenir. Mais avant, qu'est-ce que tu voulais faire? Avant, le premier coup de crayon. Le premier coup de crayon? Avant, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu voulais faire? Moi, je ne suis pas du tout issue d'une école d'art. Je me destinais pas du tout à être auteur de bande dessinée. Moi, je suis issue... Enfin, j'ai fait des études dans le numérique. Je suis ingénieure, diplômée là fraîchement en septembre. Et donc, je viens de commencer mon travail en tant que salariée dans une start-up. Donc, vraiment, j'ai deux vies à part. J'ai une vie en tant qu'autrice de bande dessinée et une vie en tant que jeune pro qui se lance dans la vie active, jeune ingénieur. T'es professeur? Non, jeune professionnel, jeune ingénieur. Professionnel. Oui. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la bande dessinée légère ou... Oui, c'est comique pour moi. Comique, mais... C'est comique, c'est ce que je me rappelais. Et justement... C'était ça, moi quand j'étais jeune, j'en lisais des bandes dessinées, mais c'était comique, c'était même ridicule. Le dessin qui était fait, Bécassine, son Popeye, avec ses muscles... voilà, c'est ça la bande dessinée pour moi. Oui, mais ce qui est intéressant, justement, c'est que là, je trouve dans ce livre que le dessin rond d'Aurore permet aussi de faire passer l'horreur et de la rendre regardable.
C'est aussi ça l'intérêt de la bande dessinée en l'occurrence. Ben, je ne sais pas, mais c'était ça ton but? Alors, moi, je sais que je me suis posé la question de est-ce que je change mon trait pour que le dessin se mette au mieux au service de votre témoignage. Et en fait, je me suis dit que ce trait rond, c'était quelque chose qui allait bien avec votre personnalité. Parce que vous êtes hyper rayonnante, hyper sympathique, vous faites des blagues tout le temps. Et je me suis dit que ce trait rond, en fait, ça vous représentait bien. Et je me suis dit que c'était un bon moyen pour retransmettre votre personnalité à travers ce témoignage. Et que vraiment, ça vienne se mettre au service, en fait, de votre histoire. C'est le hasard, en somme, qui t'a fait faire une bande dessinée. Oui, c'est notre rencontre, en fait. Les choses sont bien faites, des fois. La preuve. Et pourquoi moi? Je me le demande. Et ça me porte préjudice vis-à-vis de mes camarades. Elles me le disent pas, naturellement, mais elles sont survivantes, elles aussi, et on parle pas. On parle pas d'elles. Ginette, on parle de Ginette et Ginette, alors qu'elles sont là, encore survivantes, on parle pas d'elles. Et naturellement, je suis gênée par rapport à ce silence sur elles, et moi, cette publicité. J'arrive pas à savoir comment ça a démarré, pourquoi moi. C'est pas désagréable, hein. Je veux pas le cracher dessus, mais pourquoi moi et pas les autres? Non, moi je sais que... Est-ce que c'est le départ? Est-ce que c'est ta bande dessinée? Je crois pas. Non, peut-être. Ça a démarré avant. Ça avait démarré avant. Oui. Je sais pas, j'avoue franchement, je sais pas. Je reconnais que c'est quand même pas désagréable, mais vis-à-vis de mes camarades qui sont survivantes, ça me gêne quand même. Hein. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir participé à ce podcast. Et donc, je le redis, Ginette Kolinka, Aurore Donde, récit d'une rescapée d'Auschwitz, c'est le sous-titre de la bande dessinée. Et on peut trouver ça chez Des Ronds dans l'eau. Merci à toutes les deux. Merci. Merci. Neuvième Art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.